Alors moi, j'ai commencé en fait en master à Sciences Po Paris. J'avais envie de travailler sur les réformes électorales en Italie. Ça m'a beaucoup intéressée de comprendre finalement pourquoi est-ce qu'on changeait les règles du jeu pour essayer de mettre en place des réformes qui avaient telle ou telle conséquence. Et donc j'ai commencé ma thèse en me disant je vais travailler sur les réformes électorales. À l'époque, j'avais pas de financement, donc j'étais assistante de recherche, je travaillais sur d'autres choses, et j'ai fini par trouver un financement qui était donc à l'Institut universitaire européen de Florence, où je suis arrivée à la fin de ma première année avec un projet sur les réformes électorales qui finalement s'est transformé en fait assez vite en projet où j'ai étendu le nombre de réformes que j'ai étudiées, c'est-à-dire en réponse à quoi, en réponse à quel contexte, pour quelles raisons, de quelle manière. Donc vraiment de comprendre deux questions qui étaient séparées, celle du pourquoi et celle du comment. Et donc mon parcours de recherche, ça a été ça, donc pendant 4 ans, de comprendre ça pendant ma thèse. Et au fur et à mesure, ça m'a amené à me rendre compte qu'il y avait donc différents types de réformes, qu'il y avait des contextes qui étaient particulièrement importants pour les comprendre, notamment quand il y avait des bouleversements politiques, quand il y avait ce qu'on appelle une érosion du soutien politique, c'est-à-dire quand les citoyens avaient moins confiance dans leur démocratie, ils avaient plus tendance, les élites avaient plus tendance à répondre par la réforme institutionnelle. Et donc, au fur et à mesure, ça m'a amené dans mon après-thèse à me poser une nouvelle question qui était celle des conséquences en fait de ces réformes. Moi, j'utilise des méthodes mixtes. J'avais envie de concilier, d'utiliser en même temps le Kali et le Quanti, parce qu'il me semblait que c'était, tout simplement, que ce ne sont pas des outils qui permettent de répondre aux mêmes questions. Donc, par exemple, dans la thèse, moi, j'ai utilisé des statistiques, des régressions, etc., pour répondre à la question du contexte et des déterminants des réformes. Donc, pourquoi est-ce qu'on en fait en ayant une base vraiment comparative avec une vingtaine de pays sur une vingtaine d'années. Et ensuite, j'ai utilisé les méthodes qualitatives pour faire des études de cas, donc sur l'Irlande, la France et l'Italie. Et donc moi, il me semblait qu'on ne pouvait pas utiliser les mêmes méthodes pour répondre aux mêmes questions. Et c'est ça qui me motive à utiliser les méthodes mixtes. Et maintenant, dans mes recherches, je continue à vouloir allier les deux parce que j'ai pas envie en fait de m'enfermer avec un seul outil quand je pense que pour répondre à une question de recherche différente, on a besoin forcément d'outils différents. Donc j'ai une vision assez pragmatique des méthodes en sciences sociales et en sciences politiques en me disant que je peux passer d'un outil à l'autre en fonction des nouvelles questions que je me pose. Donc moi, je vois les choses vraiment comme ça. Donc moi, je suis revenue au CED en octobre 2018, cette fois comme chargée de recherche au CNRS. Donc avant, j'avais été à Terre, donc c'est un labo dans lequel je suis impliquée depuis 4 ans. Et donc là, mes nouvelles questions de recherche, comme je disais, elles portent plutôt sur les conceptions du système politique des citoyens dits ordinaires, c'est-à-dire vous et moi, tout le monde. Et donc là, pour l'instant, j'ai plutôt commencé ça par l'entrée qualitative, donc en interrogeant l'année dernière beaucoup de personnes dans des entretiens individuels pour leur demander ce qu'ils pensaient de leurs élus, ce qu'ils pensaient de ce qu'on devait modifier dans la démocratie, etc. Et ce qui m'a surtout frappé, c'est de constater qu'en fait, on a tendance à dire c'est un sujet technique qui intéresse pas tellement les gens, sur lequel ils vont pas avoir grand-chose à dire. Enfin, la plupart des gens ont un avis quand même assez tranché sur ce qu'est la démocratie, ce qu'elle devrait être. Souvent une vision qui s'éloigne pas mal de la démocratie représentative. Et donc en ce moment avec les Gilets jaunes sur lesquels je travaille aussi un petit peu, c'est aussi ce qu'on constate, qu'en fait il y a une volonté d'avoir d'autres outils que la démocratie représentative, et surtout il y a une grande diversité en fait dans les conceptions des citoyens qui s'éloignent souvent beaucoup en fait des réformes qui sont adoptées ou des choses qui sont mises à l'agenda par les responsables politiques. Moi, un des concepts un peu clés que j'avais utilisé dans ma thèse, c'était celui de grappe de réforme, avec l'idée tout simplement que quand on réforme une dimension de l'architecture institutionnelle, on avait souvent tendance à regarder ça un peu de manière isolée, c'est-à-dire comme si une réforme était isolée du reste de son contexte, et en réalité, très souvent, quand on touche à une dimension, on touche à plusieurs en même temps. Donc il faut comprendre ça un peu comme
comme le fait qu'une réforme est souvent qu'une des pièces d'un puzzle qui est beaucoup plus large et qu'il faut élucider pour comprendre pourquoi les élites politiques réforment les institutions. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, oui, qui est important pour moi, c'est celui de la comparaison, qui est évidemment pas du tout propre à ma recherche, mais en fait, ça m'a toujours été utile d'utiliser la comparaison pour comprendre ces institutions, parce que, comme je disais, on est socialisé dans des institutions politiques qui nous influencent beaucoup plus fortement qu'on veut bien le croire. Donc, par exemple, en France, on va être très centré sur la figure du président de la République. On va avoir une certaine vision de ce que doivent être des bonnes institutions, qui doivent être, par exemple, efficaces, qui ne peuvent pas être proportionnelles, parce que ça créerait de l'instabilité politique, ce genre de discours. Et dès qu'on se décentre en allant étudier un autre pays, on réalise qu'ils ont leur propre code et leur propre discours aussi sur leurs institutions, et surtout que ce qu'on considérait comme acquis et comme naturel est en réalité quelque chose qui est profondément propre à chaque pays. Donc ça, c'est vrai pour ce sujet, mais c'est vrai pour tous les sujets. En fait, la comparaison, le point de départ de la comparaison, c'est qu'elle sert à questionner ses propres conceptions d'un sujet et à dénaturaliser des choses qui nous paraissent évidentes. Voilà. Ben, moi, le conseil, ce serait de ne pas se dire que si ils finissent pas enseignants-chercheurs, ils ont raté leur thèse, ils en ont pas tiré quelque chose de bien. Parce que moi, quand j'avais commencé la thèse, on était tous persuadés qu'on allait tous être nécessairement enseignants-chercheurs. Mais en réalité, il y a plein d'autres carrières qui sont possibles. Il y a plein de gens que je connais qui ont commencé leur thèse et qui ont fait d'autres choses qui sont très intéressantes, qui ont travaillé dans des partis, qui ont travaillé dans des ONG, qui ont travaillé dans l'administration de la recherche, qui ont fait des cabinets de conseil, qui travaillent dans des ministères, qui travaillent dans des collectivités locales. Donc en fait, le message que je donnerais, c'est d'avoir une idée qu'on peut faire plein de choses en fait après la thèse, parce qu'on a acquis en fait toute une série de compétences qu'on peut utiliser dans plein de domaines différents, et donc aussi d'essayer de vivre sa thèse comme une expérience professionnelle préalable comme une autre, et de se dire que pendant ces 4 ans, on apprend non seulement beaucoup de choses sur son sujet, mais on apprend aussi à faire plein de choses qui nous permettent en fait d'avoir ensuite un avenir professionnel qui est riche et où la carrière d'enseignant-chercheur est qu'une des possibilités parmi beaucoup d'autres.